Bonjour et bienvenue sur le podcast LGP Geek numéro 1, nous sommes en mars 2013. Tout d'abord et comme le veut la coutume, je vais me présenter rapidement, enfin j'espère, à la suite de quoi je vous présenterai le concept de cette émission. Je suis le grand-père, 33 ans, donc pas grand-père évidemment, mais ça c'est une longue histoire. Allez, petite histoire rapide, le grand-père c'est mon surnom, mon nickname sur tous les jeux vidéo depuis que je suis tout petit, depuis le premier Counter. Voilà, geek depuis tout petit, TO8D pour ceux à qui ça parle, années 86-87, j'avais 6-7 ans à l'époque, découvert du basique, le tout avec un petit crayon optique, la souris n'existant pas encore. Voilà, petit truc sympa. Je vous mettrai une photo sur l'article sur le blog. Allez voir, allez jeter un coup d'œil pour ceux qui connaissent pas ce genre de matériel, c'est toujours sympa à découvrir. Donc le site lgpgeek.natnet.fr, natnet, nathnet.fr. Ensuite, petit tour, côté PC, 386, SX 25, 4 Go de RAM, 80 Go de disque dur. Voilà, donc ça fait rigoler maintenant, à l'époque c'était déjà une belle petite machine. On commence à l'ouvrir, on rajoute un peu des choses dedans, c'était vendu sans lecteur CD, sans carte son, on rajoute tout ça. Petit bidouillage aussi logiciel, début d'apprentissage du vrai Q basique, du Pascal et un peu du VB, ça devait être le VB4 ou VB6, je sais plus, sur Windows 3.1, Windows 95, et puis voilà, sur des petites machines comme ça, on n'allait pas bien loin. Voilà pour la présentation, je vous en apprendrai plus sur moi et sur la façon dont a évolué ma passion au fur et à mesure des épisodes. Je vais pas être tout seul dans ces émissions, la grand-mère qui nous rejoindra de temps en temps pour quelques brèves vues du côté non-geek de la force. Et oui, la grand-mère est non-geek de formation. Allez, on passe au sommaire de l'émission. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler rapidement de mes inspirations et des raisons qui m'ont fait faire ce podcast. Et après, on abordera 3 petits sujets d'actualité. Voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour un premier épisode. Alors, mes inspirations. Pourquoi ? Le pourquoi du comment. J'écoute depuis le premier épisode et même avant sur Azeroth Patrick Béja, donc qui fait partie du groupe No Watch, qui intervient en tant que présentateur et Grand Manitou dans le rendez-vous tech. Pour ceux qui connaissent pas, nowatch. Pour ceux qui connaissent pas, recherche Google sur No Watch, le rendez-vous tech, Patrick Béja. Vous le retrouverez sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo NotePatrick. Dans le rendez-vous tech, il aborde l'actualité tech vue d'un côté relativement simpliste mais ultra efficace. Il reçoit, il a toujours quelques invités, 2 ou 3 suivant les émissions. Enfin, c'est un régal, voilà, toutes les 2 semaines, c'est vraiment un régal. Allez, après un petit tour rapide du côté des autres émissions de No Watch, on va retrouver Upload avec aussi Patrick Béja, Cédric Bonnet, Jérôme Kainborg, Corben que vous connaissez pour son illustre blog corben.info, Techlogs qui est aussi une grande source d'inspiration pour moi. On va dire que c'est un vidéo podcast qui malheureusement n'existe pas en audio. Grande déception, j'aime beaucoup les écouter en audio mais c'est pas possible. Et puis voilà, toutes les autres émissions de No Watch et quelques podcasts quand j'ai la motivation pour les écouter en anglais. This Week in Tech en particulier, très efficace avec Léo Laporte. Malheureusement, il faut quand même avoir un petit niveau d'anglais. Et ça s'écoute, il faut les écouter avec beaucoup d'attention. Voilà. Alors les raisons qui m'ont fait faire ce podcast, tout bêtement, le plaisir que j'ai de découvrir à chaque fois qu'un nouvel épisode sort d'un de mes podcasts favoris. J'espère qu'un jour vous attendrez notre podcast avec autant d'envie. Voilà. Et puis un deuxième point qui me paraît important, c'est qu'on découvre tous les jours sur des sites d'infos, des blogs, des forums, etc. Des choses, des sites, des infos. Mais on ne les découvre jamais assez tôt. On découvre jamais assez tôt son prochain bijoutech, son prochain idéo de programmation, son prochain passe-temps favori sur le net.
Et voilà, avec votre aide, j'espère qu'on va arriver à coller au plus près de cette actualité tech. Allez, on aborde le premier sujet du jour, un premier sujet d'info, et ce sera un sujet d'info personnel. C'est un switch de Windows 8 à Linux Mint. Voilà, énorme changement à la maison qui s'est fait en 2 jours. Le pourquoi du comment? Virus sur Windows 8, ça arrive. Antivirus pas tout à fait à jour, gros plantage et disparition pure et simple de centaines de fichiers. Je vous passe le détail des photos, enfin un peu tout ce qu'on peut y trouver, en même temps que la sauvegarde était en train de se faire, donc perte de énormément de documents. Donc ras le cul, enfin ras le bol, quoi, voilà, pour être poli. Deuxième chose qui m'a gonflé royalement sur Windows 8, quand j'ai migré sur Windows 8, on se sert très très peu maintenant, enfin je sais pas vous, mais moi je me sers de moins en moins de mon lecteur CD, DVD, graveur, etc. Et l'autre jour j'ai eu besoin de m'en servir, et il n'était pas reconnu sur Windows 8, tout bêtement pas reconnu. Oui, on est en 2013, vous avez bien entendu un lecteur DVD non reconnu sur Windows 8. Voilà, sur un PC que j'ai pas assemblé moi, qui est un PC HP, tout ce qui est plus basique, acheté à la Fnac. Voilà, donc les boules. Et puis la troisième raison de ce changement, un envie de changer d'air. Voilà, j'ai toujours été sur Windows, j'ai un Mac mini à côté. Et c'est vrai que Linux, je l'ai testé régulièrement, différentes versions, depuis une dizaine d'années sur un petit netbook et sur mes différents portables. Mais voilà, une envie de m'y mettre un peu plus à fond. Alors, comment ça s'est fait ce changement? Le plus facilement du monde, je dirais. Recherche sur le net de la distribution qui aurait pu me séduire. Le plus simple au niveau prise en main pour madame. Suffisamment sécurisée et complète pour moi. Facile à mettre à jour, on va dire. Belle si possible. Voilà, je télécharge mon premier ISO de Mint. Donc c'est la version 14, ça s'appelle Nadia, qui est la version actuelle au mois de mars 2013. Et à la suite de quoi, une installation que je qualifierais de simplissime. Je vais vous expliquer pourquoi. On met l'ISO sur USB, on démarre en mode live, donc comme si on avait acheté un CD avec un magazine. Ça démarre tout seul. Et une fois qu'on a démarré, au bout d'aller 1 minute et demie, le temps que ça boot sur la clé USB, on clique sur installer ou sur sauvegarder sur l'ordinateur, enfin bon, je sais pas comment ça s'appelle. Petite installation sur un disque dur solide, un SSD que j'ai de 64 Go, qui suffit plus qu'amplement pour ce genre de config. Petite config par-ci par-là, j'ai monté un disque dur data d'1 Tera que j'avais à côté. Et puis voilà, création de 2 comptes, un pour le grand-père, un pour la grand-mère. Et oui, bonheur, j'arrive, mon lecteur CD est reconnu, tout bêtement. Voilà, en lecture, en gravure, voilà. Et pour les anciens, pour ceux qui vont se souvenir de la bonne vieille époque de Linux, ça vous rappelle pas quelque chose? Les premières Slackware, où même le disque dur, des fois, il n'était pas reconnu, la carte son, il fallait batailler, le lecteur CD, on avait du mal. J'ai l'impression que la tendance s'inverse, la roue tourne, comme on dit. C'est peut-être Windows maintenant qui va avoir des problèmes avec certains périphériques, alors que la communauté Linux, qui se développe de plus en plus, justement arrive à développer les bons drivers au bon moment, et quasiment tout est reconnu. J'ai même un dongle Bluetooth pour un clavier Apple que j'avais branché derrière l'ordi, que j'avais complètement oublié. Il l'a détecté, il l'a installé tout seul, enfin bon, un vrai bonheur. Allez, on va demander son avis à la grand-mère. Bonjour grand-mère, donc je te présente un peu, ou tu préfères le faire toi toute seule comme une vieille, enfin pardon, comme une grande? Je vais le faire rapidement. Donc, la grand-mère, j'ai 27 ans. Et comme tu l'as précisé au début, je ne suis pas geek du tout. Voilà, je découvre un petit peu avec toi. Voilà, je pratique l'informatique au quotidien comme une personne lambda. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la révolution, de cette révolution sur notre PC à la maison, de ta première prise en main? Allez, raconte-nous ta première prise en main, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu une formation longue? Comment ça s'est passé? Je dirais que c'est pas finalement une si grande révolution. Je me suis assez vite retrouvée. Une formation de quoi, on va dire, 10-15 minutes. Le temps de retrouver un peu mes repères. Mais tout s'est très bien passé et je m'en sors, quoi. Voilà, tout se passe bien. Alors finalement, maintenant ça fait une petite semaine que c'est à la maison, tu l'as utilisé déjà quelques fois. Qu'est-ce qui te manque finalement par rapport à Windows?
Rappelons que tu as toujours, depuis que tu es petite, utilisé, alors mis à part une fois, tu m'as dit un Mac qui était à la maison, qui était ton premier ordinateur, mais qui était un vieux Mac. Sinon, tu as toujours utilisé des PC sous Windows, Ouais. même ton téléphone est sous Windows, pour dire. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te manque par rapport à Windows? Qu'est-ce qui me manque? Peut-être il y a un détail, c'est vraiment minime par rapport à mon utilisation. Par exemple, enfin, voilà, une fonction minime sur, par exemple, pour des photos. Voilà, je fais beaucoup de photos. Et sous Windows, j'utilisais XNView pour enlever les yeux rouges, par exemple, parce que bon, les appareils photo, même les modes anti-yeux rouges, il y a toujours les yeux rouges. Voilà, sur Linux, on n'a pas encore trouvé de solution pour avoir un logiciel qui traite efficacement les yeux rouges. Mais bon, à part ça, à part ce petit détail, j'ai tout ce dont j'ai besoin avec Linux. Pour l'instant, il n'y a rien qui me manque. Alors on verra, peut-être que dans un mois, je trouverai quelque chose que je n'utilisais pas beaucoup et qui me manquera, mais pour l'instant, tout va bien. On te fait confiance pour chercher ça. Alors oui, ce qu'on utilise, ce que tu utilises au quotidien, hein, c'est pas très compliqué. Ça reste une utilisation basique. Oui, quotidienne. Voilà, les mails, un les peu mails donc d'internet, à les l'époque. photos. À l'époque, les mails sur Windows, c'était sur Thunderbird, donc Oui. tu as retrouvé ta version de Thunderbird, la même Exactement. sous Mint. Tu utilisais quoi en navigateur? J'utilisais Chrome. Voilà, donc Chrome, la même chose, reconfiguré à l'identique sur Voilà, Linux. aucun changement. Et puis alors voilà. Donc je me suis penché un peu sur XNView parce que XNView existe a été porté sur Linux et peut-être même développé à la base sur Linux, je me rappelle plus. Il se trouve sur Mint, il est sur les dépôts de Mint facilement trouvables. Mais la fonction yeux rouges n'existe pas, et pour ceux qui la connaissent dans XNView, c'est magique. Hein. On ouvre la photo, on clique sur un bouton, les yeux rouges disparaissent, ça fait pas une grosse tache noire non plus, c'est relativement joli. Certains me diront qu'il y a plein de logiciels pour le faire, on parlera de Photoshop, on parlera de GIMP, je suis complètement d'accord avec vous. Sur Photoshop, oui, c'est le meilleur logiciel pour enlever les yeux rouges, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter une licence à 600 €. Et de deux, avec le nombre de photos qu'on traite à la maison, on va pas passer un quart d'heure sur les yeux rouges, surtout si c'est pour ne pas les imprimer, les avoir sur un petit écran, ou si c'est pour les imprimer en 10-15, un simple logiciel comme XNView nous suffit. Donc j'en profite, allez, je lance un appel. Si l'un d'entre vous connaît un logiciel clé en main, où en 2 clics on enlève les yeux rouges correctement, qui soit relativement avec un joli rendu, qui nous envoie un petit message. Sur lgpgeek@gmail.com ou un petit message sur le blog dans les commentaires de l'émission lgpgeek.net.fr et puis allez, celui qui nous enverra le meilleur logiciel qui sera retenu par la grand-mère, on l'invite dans la prochaine émission, on se fera une petite session Skype avec lui, on l'invite dans l'émission et puis il viendra nous présenter, soit parler avec nous de l'actu, soit carrément nous présenter un sujet de son choix. Ou presque. La grand-mère pourra mettre son veto suivant le choix. Rappelons que si on a une dame dans l'émission, on peut quand même pas faire tout et n'importe quoi, et c'est très bien comme ça. Alors, ton verdict? Mieux, moins bien, Mint, Windows? Mieux, moins bien. Non, moins bien, non, absolument pas. Mieux, non, à mon niveau, je dirais pas que c'est mieux. Pour l'instant, je m'y retrouve comme sous Windows, je me débrouille. Pour l'instant, je dirais que c'est équivalent. Voilà. Après, c'est l'avis d'une non-geek. Voilà, alors si maintenant je te dis que tu vas acheter ton ordinateur à la Fnac, tu vas le payer 100 € de moins s'il n'y a pas Windows dessus et que je te mets Mint à la place. La prochaine fois que tu achètes un ordinateur, au lieu de le payer 500-600 €, tu le payes 100 € de moins parce qu'il n'y a pas Windows. Là, oui, là j'y vois l'intérêt. Voilà. Donc on est d'accord, à l'époque, il fallait batailler pour faire tester Linux aux gens, et maintenant ils arrivent à s'y retrouver, et espérons que dans quelques années, les ordinateurs seront enfin vides, il y aura 2 CD d'installation, on activera la licence qu'on voudra, on payera Windows si on veut, et on ne le payera pas si on veut pas. Voilà, allez, je vous laisse pour cette première partie, et puis on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie, où on abordera un sujet un petit peu plus tech, et je pense que la grand-mère va vite nous lâcher sur ce coup-là. Allez, à tout de suite. Nous revoici dans la deuxième partie du podcast LGP Geek. Donc, alors le grand-père, il a testé pour vous aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité. Oui, je sais, ça a déjà été testé. Je publierai largement après le upload de début avril, qui a dû être publié le 4
3, 2 avril, 2, 3, 4 avril, je crois. Voilà, cet upload avec Patrick Béja, Jérôme Kainborg, super intéressant, tous les deux, beaucoup de digressions, mais encore une fois très constructif, très constructives, les digressions. Et ils ont abordé le sujet de Flipboard. Alors je vais vous en parler. Pour la bonne et simple raison que je trouve cette nouvelle fonctionnalité dans la version 2 hyper intéressante, mais alors vraiment je mâche pas mes mots. C'est que pour l'instant dans Flipboard, jusqu'à la dernière mise à jour, vous aviez la possibilité de vous créer vos propres, on va dire votre propre magazine avec tout ce qui vous intéressait dans la tech, puis dans autre chose, hein, l'actu générale, la mode et le design, enfin ce que vous voulez. Maintenant, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est le magazine. Donc, vous pouvez créer votre propre magazine avec vos propres articles. Donc, ça peut vous servir plus ou moins de bookmark, qui peut être privé ou public. D'ailleurs, attention, si vous créez un magazine, si vous ne décochez pas l'option, par défaut, c'est public. Donc, vous donnez un nom à votre magazine. Si vous recherchez LGP Geek tout attaché, et ben, vous retrouverez le magazine du podcast. Voilà, pour l'instant, des choses pas forcément très intéressantes dessus, mais c'est vraiment pour tester. Vous verrez qu'il y a pour l'instant, alors à l'heure où j'enregistre, j'ai 2 articles, je vais en rajouter sûrement d'ici la diffusion. Une super vidéo géniale de Battlefield 4, mais en version Minecraft. Voilà, présentée en version Minecraft. Je me suis jamais essayé à Minecraft, mais franchement, j'admire ceux qui ont la patience de faire ça. Et deuxième chose, deuxième petit article, des petites photos sur l'école 42 de Xavier Niel. Voilà, donc à mon avis, c'est une petite chose à suivre. C'est une école montée par Xavier Niel pour, a priori, les programmeurs, les web designers, etc. En tout cas, le monde de l'informatique. Après, j'ai pas plus d'explications que ça pour l'instant. Voilà, donc je reviens sur la fonctionnalité magazine de Flipboard. Tout le monde, de façon gratuite. Oui, j'ai complètement zappé de dire, oui, pour l'instant, malheureusement, Flipboard uniquement destiné aux mobiles. Pas de, comme l'ont dit Jérôme et Patrick Béja dans Upload, malheureusement pour l'instant, aucune version desktop n'existe, donc que ce soit logiciel ou web. C'est dommage, mais on a des doutes sur le fait que ça reste comme ça. Je pense que ça risque de rapidement changer. Et j'espère, pour ceux qui ne possèdent pas d'iOS device, que ça change, qu'ils puissent enfin découvrir Flipboard, parce que c'est un agrégateur de contenu absolument fabuleux et hyper intéressant. Le passage à la souris, je pense, ne posera pas trop de problèmes. C'est vrai que c'est très utile, c'est très intéressant à feuilleter au doigt, mais le passage à la souris ne posera pas trop de problèmes. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Vous verrez, il y aura beaucoup de parenthèses. Donc, le petit bouton plus qu'ils ont rajouté, qui permet d'ajouter des articles à votre magazine, le faire partager à tout le monde, modifier, supprimer vos articles, etc. C'est, encore une fois, hein, c'est simple. On peut éditer la couverture, on peut réinitialiser la couverture, c'est-à-dire que ça va prendre directement le dernier article. On peut se classer dans une catégorie, voilà, il y a énormément de choses. On peut évidemment envoyer le magazine, c'est-à-dire là je clique sur partager, envoyer le magazine, ça me permet de l'envoyer par mail. Ça crée directement un objet. Vous allez aimer peut-être LGP Geek sur Flipboard, jeter un coup d'œil au magazine LGP Geek avec une URL Flipit qui permet d'ailleurs, faudra que je teste sur une version desktop, voir si ça fonctionne, si on arrive à faire quelque chose, ou s'il propose directement de télécharger Flipboard sur un iOS device. Je suis en train de le faire en même temps, c'est pour ça que je zozote. Donc voilà, partager le magazine, c'est ça. C'était envoyé. Maintenant, partager, on peut aussi le partager par Twitter. Donc les adeptes de Twitter pourront partager leur magazine ou celui des autres sans aucun problème. Donc oui, vous entendez sûrement du bruit autour. Vous entendez des petites choses. J'ai besoin de votre conseil, de vos conseils. Je suis pour l'instant en train d'enregistrer avec le micro de l'iPhone 5 qui fonctionne
bien, mais qui reste un téléphone et non pas un micro de podcasteur. Voilà, donc si vous avez des conseils pas trop chers, c'est avec plaisir. Voilà, je viens de recevoir mon propre mail d'info sur le magazine. C'est hyper bien présenté, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une page web flip.it avec une URL courte. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, c'est flip.it/x majuscule QNU minuscule et K majuscule. Voilà, je vous les mettrai dans les liens de l'émission sur le blog de l'émission lgpgeek.natnet.fr net.fr. Voilà, on se retrouve sur un truc LGP Geek, created on magazine on Facebook, on Flipboard. Oui, d'ailleurs, Flipboard Facebook, ouais. Voilà, bravo. Et je viens de voir qu'effectivement, ça doit être dispo pour Android parce que on peut le get it done on Google Play. Donc, assez intéressant. Ouais, il faudra que je vois sur un device Android ce que ça peut donner. Voilà, avec la couverture. Donc, pour l'instant, c'est le dernier article que j'ai mis, Battlefield 4, la bande-annonce en version Minecraft. Donc beau boulot en tout cas de Flipboard, hein. C'est une belle fonctionnalité, gratuite évidemment. Il se monétise toujours de la même façon comme beaucoup de sites web, hein. Vous connaissez l'adage maintenant, c'est si c'est gratuit, c'est que le produit c'est vous. Tout le monde l'utilise, donc il n'y a pas de raison que je m'en serve pas. Mais voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a de la pub, c'est bien fait, c'est pas trop intrusif, voilà. Je trouve ça relativement intéressant comme façon de monétiser. J'espère que pour eux qu'ils y arrivent et que ça fonctionne pour eux. Parce qu'après la disparition de certains de nos chers applis Google, ce serait dommage que d'autres applis dans ce genre-là disparaissent. Voilà, donc flipboard.com, allez voir le site, vous verrez à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le télécharger sur des devices mobiles. Pour l'instant, oui, effectivement, pour l'instant, ils annoncent rien du tout au niveau, des desktops. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Ils ont rajouté d'ailleurs aussi une petite fonction, tiens, tant qu'on y est, Flippy comme bookmarklet, un petit bouton qu'on peut ajouter sur son navigateur, ou si on installe bookmarklet sur iPad ou iPhone, qui permet directement, quand on navigue de façon sur son desktop, d'ajouter des choses à son Flipboard qu'on pourra regarder par la suite sur son device mobile. Donc intéressant et plein de fonctionnalités sympas, et je pense qu'ils s'arrêteront pas là. En tout cas, ils en ont pas l'air. Allez, je vous laisse pour cette partie. On va se retrouver dans la troisième et dernière partie de la première émission. Un petit peu décousu, je vous l'accorde, mais on va se structurer au fur et à mesure, promis. Promis, on va y travailler. Allez, à tout de suite. Donc pour la dernière partie, on va aborder un sujet qui est d'actualité en ce moment. Vous n'êtes pas sans savoir que la télé, on la regarde de moins en moins. Enfin, en tout cas les geeks, hein, d'après ce qu'on entend, les programmes télé sont pas vraiment ceux qu'on attend en tant que geek, et voire même les non-geeks, hein. Moi je vois la grand-mère par exemple regarde de moins en moins la télé, et comme nous, les geeks regardent de plus en plus des programmes à la carte, des programmes qu'on achète sur iTunes, qu'on se prête en DVD, qu'on rip, voilà. De plus en plus de séries, quelques films, mais de moins en moins d'émissions télé, de moins en moins de petits bouts de films entrecoupés de beaucoup de pubs. Voilà, c'est quand même de moins en moins intéressant. Et donc voilà, notre façon de consommer la télé change, et notre façon de diffuser l'information sur la télé change aussi, parce que il y a quelques années, hein, on va pas remonter très loin, quand on avait un super film qu'on nous avait gentiment prêté en DivX, hein, ou qu'on avait même téléchargé, on va lâcher le mot, on l'a tous fait un jour ou l'autre, on avait un joli DivX sur notre ordinateur, donc on se mettait 4 chaises autour de l'ordinateur avec un écran 15 pouces, et on s'abîmait les yeux. Juste après, on a eu les graveurs de CD avec nos petites galettes réinscriptibles. On gravait, on mettait sur le lecteur DVD qui lisait parfois le DivX, et on lisait.
Après, on a eu quelques box aussi qui l'ont fait, dont la Freebox par exemple, qui sert un petit peu de media center, qui permet de lire le contenu de son ordinateur directement sur sa télé via la Freebox, ou d'utiliser le service, le protocole FTP pour envoyer des fichiers de l'ordinateur vers la Freebox et après les lire sur sa télé. Voilà. D'ailleurs, un nouveau podcast, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous le faire découvrir, qui s'appelle Trois hommes, un podcast. Ça a l'air d'être trois bons potes qui se sont lancés dans l'aventure il y a maintenant 2 épisodes. Ils ont fait un épisode 0 début avril et un épisode numéro 1 là, fin avril ou tout début mai 2013. Et assez sympa, un ton, une bonne discussion, des sujets assez intéressants. Et justement, un de leurs derniers sujets, c'était la façon de consommer ces médias sur la télé et la façon de les diffuser surtout. Ils ont abordé beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. On va pas tout reprendre, je vous laisserai aller les écouter parce qu'ils le font très bien. Ils ont tous testé des choses intéressantes, comme par exemple Plex, qui est un dérivé de XBMC, qui était un logiciel à la base destiné pour les possesseurs de Xbox à pouvoir diffuser via leur Xbox sur la télé du contenu qui était sur leur PC. Donc éviter d'avoir à faire justement des copies par clé USB, par CD, par tout ce qu'on veut. On a un réseau à la maison, autant s'en servir. Voilà, donc sur Mac, il y a Plex qui a été conçu, qui existe maintenant aussi sur PC. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose un petit peu différent. Parce que j'ai fait l'acquisition d'une jolie télé, d'un gros LG 47 pouces, ça fait 119 cm, quelque chose comme ça. Tout bêtement parce que le mur sur lequel je mets la télé fait pas plus, donc je pouvais pas monter plus haut. Donc voilà, une LED 3D, tout ce qui va bien, très bel écran, super intéressant. Et du coup, je me suis remis à consommer des films sur la télé, ce qui était moins le cas depuis quelques temps. Et cette télé est évidemment réseau, donc on peut la brancher à son réseau. Elle a soi-disant un lecteur DLNA, on doit pouvoir récupérer des films sur son ordinateur, etc. J'ai été sous Windows jusqu'à il n'y a pas longtemps, comme je vous le disais dans la première partie de l'émission. Windows 7, Windows 8, j'ai essayé avec Mint, j'ai un Mac mini à la maison, j'ai essayé avec le Mac mini. Honnêtement, pour moi qui suis dans l'informatique depuis très longtemps, j'ai vraiment galéré pour le configurer, ça marchait quand ça voulait. C'est-à-dire que de la télé, pour aller récupérer du contenu sur l'ordinateur, il fallait évidemment que l'ordinateur soit allumé, évidemment que les dossiers soient partagés avec les bons droits, évidemment que la télé veuille bien le détecter au bon moment. Enfin bon, une galère sans nom. LG, si tu nous écoutes, voilà, mis à part mettre 300 € dans l'option Smart TV, mettre une prise réseau et dire que la télé est réseau, voilà, peu d'intérêt. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un petit matériel qui est sorti, qui est vraiment là pour le coup un truc de geek pour l'instant, même si c'est extrêmement facile d'installation et d'utilisation, qui s'appelle le Raspberry Pi. Voilà, donc notre petite framboise, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un ordinateur. Donc ne prenez pas peur, c'est un ordinateur qui fait la taille, la taille d'un paquet de cigarettes, même pas. En épaisseur, moins qu'un paquet de cigarettes, en largeur, en longueur, à peu près ça. Qui est alimenté soit par un adaptateur qu'il faut acheter séparément, soit par un USB, qui ne contient pas de disque dur, évidemment, vu la taille. Donc son disque dur, c'est rien de moins, rien de plus qu'une carte SD. Pour ce dont je vais vous parler, 8 Go suffisent amplement. Je pense qu'avec 4, on serait tranquille, mais bon, avec 8, ça permet d'avoir un petit peu de cache. Voilà, une sortie Full HD en HDMI, une sortie en RCA aussi. Enfin bon, voilà, tout ce qui va bien. Alors, ça peut être très rebutant pour les gens qui n'ont jamais touché à l'électronique parce que ça se présente sous la forme d'une carte électronique. Comme vous ouvrez un ordinateur, c'est le fond de votre ordinateur, c'est une carte électronique avec des composants dessus et des prises un peu à droite à gauche. Il y a des petites boîtes qui existent, qui s'adaptent très bien, on le met dedans et on a l'impression que c'est un truc tout fait qui sort chez Darty ou presque. Voilà, donc avec un gros intérêt, c'est que ça vaut, l'ordinateur complet vaut 35 €, quelque chose comme ça, frais de port compris. On le trouve chez certains magasins d'électronique. Moi qui suis dans la région grenobloise, il y a un magasin d'électronique à côté de la gare qui s'appelle OM Électronique, je vais leur faire de la pub parce qu'ils ont beaucoup de choses. Et quand on voit 3 semaines, un mois et demi de délai sur certains sites internet, eux ils en ont
Ils en ont à disposition et je crois même qu'il est un petit peu moins cher que ça. À cela, on rajoute une carte SD, donc vous rajoutez quelques euros pour une carte SD, et vous vous retrouvez à moins de 50 euros avec un serveur multimédia. Et oui, parce que ça sert de serveur multimédia. Non pas de stockage, hein, on est bien d'accord, c'est juste l'interface qu'il va y avoir entre votre télé ou votre deuxième télé, c'est souvent ce qui est intéressant, parce que sur la première télé, on a souvent une box qui fait bien l'affaire, entre par exemple la deuxième télé et l'ordinateur, ou le NAS. Si on a un disque dur externe qui est branché sur le réseau, ça marche très bien aussi. Ça fonctionne en DLNA, ça fonctionne en partage Windows Workgroup, ça fonctionne avec le protocole Bonjour d'Apple, voilà. Ça fonctionne très bien. Donc quelle version j'ai installée? Parce qu'on peut installer évidemment plein de versions et ce petit Raspberry Pi peut servir à plein de choses. Moi j'ai installé une distribution qui s'appelle XBMC, c'est la version 12.1 il me semble, qui s'appelle Frodo, qui est une version modifiée d'un Linux qui intègre XBMC et qui ne sert qu'à ça, qui peut évidemment servir à d'autres choses, mais dont je me sers absolument que pour ça, alimenté par l'USB de la télévision, parce qu'il y a maintenant il y a souvent des USB en façade, enfin en façade sur le côté ou derrière. Ce qui fait que quand j'allume ma télé, ça allume en même temps le Raspberry Pi qui consomme absolument quasiment rien à l'arrêt. Du coup, quand je regarde la télé normalement, il est branché, mais ça me dérange pas trop. Et puis quand j'en ai besoin, surtout, il a déjà démarré. Il faut 30-35 secondes pour qu'il démarre. Donc c'est vraiment très très rapide, beaucoup plus rapide qu'un ordinateur. On arrive sur un menu au départ qui est évidemment paramétrable avec plein de thèmes, plein de tout ce qu'on veut. On peut écouter de la musique, regarder ses photos, ses films, voilà, plein de choses. On peut le personnaliser, donc moi pour la grand-mère par exemple, pour éviter qu'on se perde dans tous nos menus, j'ai viré tous les menus, j'ai laissé un menu, donc quand on arrive sur un écran où il y a marqué film, playlist et extension vidéo, c'est tout. Tout le reste je l'ai viré. Donc on se déplace, on va dans Fichier. Dans Fichier, il y a juste après à ajouter les chemins vers nos différents disques durs et autres, hein. Moi donc j'ai deux dossiers de stockage qui sont un mon ordinateur et le deuxième le NAS, donc le disque dur externe. Une fois paramétré, il va tout seul. Alors ça prend un petit peu de temps, mais ça n'empêche pas la lecture d'un film. Il va tout seul aller scanner les différents disques durs qui sont branchés et allumés. Et aller récupérer les jaquettes. Excusez-moi. Récupérer les jaquettes des films, les résumés, la plupart du temps d'ailleurs en français, quand il les trouve, même pour des films anglais un petit peu, ou des films américains un petit peu vieux. J'ai par exemple un vieux Monty Python, j'ai la super jaquette, la Fanboy jaquette avec le résumé en français. Quand on se déplace d'un film à l'autre, on a non seulement la jaquette officielle du DVD ou de la cassette vidéo ou du Blu-ray, et en plus, en fond, donc tout le fond d'écran est pris par un fan art, donc une image du film choisie, la plupart du temps très très bonne qualité d'ailleurs. On a le nom du fichier, on a sa taille, et on a à côté un petit logo SD ou HD, en fonction de la qualité de la vidéo. Voilà, que dire de plus? Si très intéressant aussi, quand on allume une vidéo, il y a une petite coche qui se met, une petite coche qui se met, ce qui permet de dire, voilà, ce film-là, même si j'ai 500 films, ce film-là, je l'ai déjà vu, je peux le revoir, mais je sais que je l'ai déjà vu, c'est pas la peine que je me le retape, jusqu'à la 10e minute où je vais m'apercevoir que je l'ai vu. Pour les séries surtout, très intéressant, comme ça on sait exactement où on en est. Une envie pressante ou quelque chose, où on a besoin de partir, on coupe, c'est pas grave, quand on reviendra, on reprendra à l'endroit où on est. Alors pour ceux qui avaient la version, je sais qu'il y en a certains qui ont eu ce souci, et je l'ai eu aussi, la 12.0, quand on reprenait sur un DivX SD, donc basse définition, on reprenait au milieu, il y avait souvent du décalage, ça laguait, on mettait plusieurs minutes à récupérer l'image en direct par rapport au son. Pour l'instant, et d'après ce que j'ai constaté sur plein de films, plein de séries, le problème est réglé sur la 12.1. Voilà, donc allez-y, les yeux fermés. Pour ceux qui se disent c'est compliqué, honnêtement, je pourrais vous mettre des photos du câblage. Il y a 2 câbles à brancher, une carte SD à mettre dans l'ordinateur, on installe Frodo dessus, ça prend 10 minutes à tout casser.
et on se retrouve avec un système qui fonctionne super bien. Voilà, donc pour ceux qui ont des questions, à l'heure où je vais publier, il n'y aura peut-être encore pas tout qui sera mis en place sur le site, mais vous avez de toute façon l'adresse lgpgeek@gmail.com qui sera effective, et envoyez vos questions, je répondrai avec plaisir. Vous avez une grosse communauté, donc alors la distribution XBMC pour le Raspberry Pi, elle s'appelle OpenELEC. Donc vous tapez OpenELEC Raspberry Pi et vous tombez sur un site où c'est tout expliqué en anglais, mais alors honnêtement c'est vraiment pas très compliqué. La dernière installation, je l'ai même faite sous Linux en ligne de commande. Voilà, c'est hyper bien expliqué, ça se passe tout seul. Voilà. Alors, le pourquoi du comment j'ai installé ça, en plus du fait que ma télé a décidé de ne pas reconnaître mon réseau correctement, c'est parce que jusqu'à il y a 1 mois et demi maintenant, j'avais une Freebox. Hein, j'avais une super Freebox. J'étais d'ailleurs chez Free pour beaucoup de choses, mon téléphone portable, la télé, le téléphone portable de la grand-mère, voilà, pour beaucoup de choses. Le portable, le mien, avec un forfait à 16,99, je l'ai viré depuis 4-5 mois parce que les débits dans la région grenobloise étaient plus que lamentables en 3G. Et voilà, donc vraiment lamentable. Et donc la grand-mère pour l'instant qui a un forfait qui était à 2 euros, qui est maintenant est passé, qui était à 0 euros, qui est maintenant est passé à 2 euros parce que j'ai changé Free à la maison. À 2 euros ça marche très bien pour faire de l'appel, pour faire récupérer un mail de temps en temps avec le petit forfait data, ça marche très bien. Donc à la maison, j'ai décidé de virer Free, parce que, pas que je sois un amateur invétéré de YouTube et que je passe ma vie sur YouTube, mais les quelques fois où j'avais une vidéo à regarder, où j'allais sur un site d'information, où il pointait vers une vidéo, que ce soit YouTube, mais d'ailleurs j'avais pas le problème qu'avec YouTube, c'était Dailymotion de temps en temps, c'était Vimeo de temps en temps. Faire un préchargement pour une vidéo en 720p quand on est censé avoir 15 mégas, non, ça je l'accepte pas. Alors qu'ils fassent leur popote entre eux, Xavier Niel, si tu nous écoutes, faites votre popote avec vos confrères de Google, de Orange pour Dailymotion, de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas notre problème. La neutralité du net, ça existe pour tout le monde et pas seulement pour les autres. Voilà, donc nous, ce qu'on commande, c'est un accès internet à 15 mégas. Il est pas à 15 mégas pour les sites, sauf YouTube. Il est à 15 mégas. Parce que j'avais 15 mégas. Après, il est à 20, il est à ce que vous voulez. Voilà, donc là, énorme coup de gueule contre Free. Je suis un Freenode de la première heure. J'ai eu la deuxième, pas la première, mais la deuxième Freebox. Je les ai tout dessus depuis. J'ai toujours été un fervent défenseur de Free. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait mettre Free à peu près chez tous les gens que je connais. Voilà, donc énorme coup de gueule. Je suis parti de Free, à mon immense désespoir, vraiment, je le dis. Et j'ai pris quelque chose que je pensais jamais prendre de ma vie, mais j'ai fait le pari. Je suis chez Numéricable actuellement. Voilà, parce que ils m'ont proposé alors ce qu'ils appellent la fibre, mais qui n'est pas une vraie fibre, parce que l'endroit où j'habite n'est pas réellement fibré. C'est fibré jusqu'en bas de l'immeuble, et après c'est du câble. Et j'étais à 15 mégas avec Free, je suis à 97 mégas mesuré avec Numéricable, pour le même prix, pour un 35 euros et quelques. Avec le téléphone imité, ils ont à peu près les mêmes trucs maintenant. Donc voilà, 97 mégas mesurés régulièrement, je fais des mesures, je suis entre 92 et 96 mégas suivant les heures. Donc vous imaginez la vitesse de téléchargement. J'ai fait le test l'autre jour sur l'iPad, le Mac mini, le PC, donc 3 devices différents, plus la télé qui était branchée. 3 devices différents sur YouTube, des vidéos en 1080, donc en Full HD, les 3 tournés en téléchargement sans aucun souci, j'ai pas eu un seul ralentissement. Voilà, je suis capable avec la Numéricable Box, on en reparlera après, d'enregistrer des programmes en Full HD sans que ça ralentisse, sans que ça plante. Donc voilà, ça c'était pour le côté négatif de Free et le côté positif de Numéricable. Numéricable, si tu nous écoutes d'ailleurs, continue à écouter parce qu'il n'y a pas que du positif. Allez, maintenant, coup de gueule sur Numéricable. Donc pour ceux qui sont chez Free et qui ont la nouvelle Freebox, la Freebox Révolution, alors oui, elle a quelques petits défauts.
De temps en temps, elle freeze, de temps en temps, les mises à jour sont un peu longues, de temps en temps, voilà. Par contre, surtout, n'allez pas changer si vous n'avez pas de problème de connexion. Restez chez Free avec la Freebox. De toutes les box que j'ai testées, pour l'instant, c'est la meilleure. Voilà. Et vu qu'on est à peu près un des seuls pays à avoir des vraies box comme ça, je serais tenté de dire que c'est la meilleure au monde, en tout cas pour moi. La box qui s'appelle la box de Numéricable. Donc Numéricable avec son ancien système de carte à puce sur le côté, eh ben on a un joli cube. Donc il y a une seule box, hein, il n'y en a pas deux comme pour la Freebox, il y en a une seule. C'est un joli cube qui est noir, un dégradé de noir, de gris, avec une petite bande verte qui est dégradée vers le rouge, comme le logo Numéricable. Elle est assez jolie. L'heure en façade à 2 mètres est à peu près illisible, donc l'heure sert à rien. C'était pas la peine de la mettre. Et la petite carte sur le côté, la carte à puce, dépasse. Hein. Donc messieurs, pour avoir vu il n'y a pas longtemps un décodeur CanalSat, mettez les encoches, mettez la carte qui dépasse pas. Voilà. Donc vous êtes avec des technologies de carte à puce qui datent de Mathusalem, au moins intégrez-les correctement pour pas que ça, hein, pour qu'on puisse mettre la box correctement sans avoir une carte qui dépasse. Ça, c'était le petit côté design. L'énorme côté positif chez Numéricable, l'installation. J'ai fait la demande de connexion par internet un lundi. Le vendredi, la box était chez moi avec l'installateur qui venait recabler, câbler du palier jusqu'à l'entrée de chez moi, m'installer la box. Le tout a été fait en 3 quarts d'heure. Donc en 5 jours et 3 quarts d'heure, j'avais ma box installée et fonctionnelle. Il n'y a pas de délai d'attente, il n'y a pas de il faut qu'on voit avec les autres opérateurs machin. Non, ça n'existe pas chez Numéricable. En tout cas, quand on est en fibre ou en câble. En ADSL, je pense que ça existe aussi. Mais en tout cas, voilà, donc ça, côté hyper positif, la box installée en 2.4.6, on attend 10 minutes qu'elle se mette à jour et après tout va bien. Maintenant, côté négatif, la box de Numéricable, comment vous dire vous prenez pas la première, allez, vous prenez la deuxième Freebox, vous la ralentissez un petit peu et vous obtenez la Numéricable box. Voilà, ni plus ni moins, c'est juste, la box la plus lente que j'ai jamais vue. Une télécommande qui est pas complètement. Alors attendez, voilà, je coupe le son de la télé, comme ça vous l'entendrez pas. Une télécommande qui est pas complètement bête avec des boutons qui sont pas mal. Le bouton OK au milieu est à peu près invisible, donc on a du mal à le choper, mais sinon ça va à peu près. Les chaînes avec un 0 en haut au lieu d'avoir un 0 en bas, c'est perturbant au départ, c'est pas grave, on s'y fait. Au verso de la télécommande, on se retrouve, si on la retourne dans l'autre sens, dans le sens paysage, on se retrouve avec un clavier AZERTY relativement bien fait. C'est vrai que pour tweeter ou des choses comme ça, on peut le faire via la box, c'est relativement bien fait. Le clavier est pas mal, les touches sont assez, voilà, on les entend. Voilà, donc on entend quand même, il y a une bonne pression, on risque pas d'appuyer sans faire attention, voilà, c'est pas mal fait à ce niveau-là. L'interface de la box, bon, un peu brouillon, c'est-à-dire qu'on va naviguer dans des menus qui sont verticaux et qui vont créer des espèces de tuiles en bas horizontales dans lesquelles on va naviguer dans l'autre sens. Alors c'est un petit peu perturbant au départ. Ça encore passe, c'est pas grave. On peut s'habituer à tout, c'est pas parfait, mais on peut s'y habituer. On va aller voir le guide TV, c'est quelque chose. Je sais pas, moi sur la Freebox, je me servais que du guide TV pour savoir ce que j'allais regarder. Pour programmer mes enregistrements, etc. C'est absolument génial. Et le guide télé, de Numéricable, il est pas mauvais, hein, il est fait par Télécable Satellite, les résumés, etc. Mais c'est juste qu'il est inutilisable. C'est-à-dire que là, voilà, je viens de le lancer, je pensais arriver à vous montrer, enfin vous expliquer un petit peu. Voilà, je monte, là je suis sur W9, TMC, NT1, et je voulais monter sur NRJ12 et je peux pas. Voilà, ça y est, c'est figé. Et c'est pas juste la démo, hein. On peut le refaire dans 10 minutes, on peut le refaire dans un quart d'heure, ça fait la même chose. Et quand on appelle Numéricable, on nous dit oui, mais oui, elle est pas parfaite. C'est vrai, on sait qu'elle est pas parfaite, mais oh, c'est des petits détails. Bon, d'accord, c'est des petits détails, mais en attendant, ça fonctionne pas. Est-ce que c'est dû à la télécommande qui envoie mal le signal? Est-ce que c'est dû à la box qui freeze? J'en sais rien. Et puis je m'en fous à la rigueur. C'est pas mon problème, je paye, je veux un truc qui fonctionne. J'ai pas ma langue dans ma poche pour des trucs comme ça, et quand j'ai discuté avec les gens de Numéricable, je leur ai expliqué mon point de vue, et je leur ai dit en gros, hein, faites comme tout le monde, hein, prenez une Freebox et regardez comment ça marche, et puis faites la même chose en mieux, hein. Si vous y arrivez, ce sera pas mal. Voilà. Le reste pour la Numéricable Box, soi-disant un Media Center, sauf qu'on peut pas télécharger de films qu'on a enregistrés.
chose qui est possible sur certaines chaînes, hein, évidemment pas toutes, mais certaines chaînes sur la Freebox. Exemple France Télévisions, vous enregistrez quelque chose sur France Télévisions sur la Freebox, vous pouvez le récupérer sur votre ordinateur, vous le gravez sur un DVD pour le garder, si vous avez un super reportage, un super Ushuaïa que vous voulez garder, et ben voilà, vous pouvez le faire. Là, sur un Numéricable Box, on ne peut pas y accéder à distance. Les petits softs, les petites apps qu'on est censé trouver sur iOS, il y en a 2 qui existent pour Numéricable, qui sont, alors j'ai plus les noms en tête, mais peu importe, vous tapez Numéricable, vous les trouvez. Une qui est censée vous aider à gérer votre compte Numéricable, vos factures, vos problèmes, vos incidents, bah, elle est à jour quand elle veut. C'est-à-dire que l'autre fois, il y a eu une coupure Numéricable dans le quartier parce qu'ils ont dû couper un câble. Ils ont été réactifs, hein, ça a duré 2 heures, mais bah, l'incident n'est jamais apparu, malgré on a été plusieurs à le signaler. Et la deuxième app, qui est censée être une app beaucoup plus intéressante pour nous, pour notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'app pour gérer, qui s'appelle MaTV, voilà, MaTV, l'app MaTV. Et donc TV en live, et ben il faut, quand on clique dessus, il faut activer un service, et le service, pour l'instant, n'est pas activable, alors qu'il est censé être inclus dans les packs. Toute la VOD, alors ça par contre ça marche, hein, pour payer, ça marche, on paye, on a le film à 5 € sur notre iPhone, on est content. Le guide TV marche beaucoup mieux sur l'app, mais alors beaucoup mieux sur l'app que sur la télé, donc c'est déjà, voilà, ils ont fait quelque chose de bien. Le Media Server, il marche, hein, on démarre le Media Server sur l'app, il fonctionne, sauf que quand on arrive sur Media Center sur l'app, c'est marqué fonctionnalité disponible prochainement. Je ne sais pas ce que prochainement veut dire. Il y a une fonctionnalité sur cette super application aussi qui s'appelle télécommande. Et je me suis dit, des fois, c'est peut-être la télécommande de la box qui est pas terrible. On va essayer avec l'application. Comme je le fais d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure du XBMC, du petit Raspberry Pi. Il se télécommande via le signal HDMI avec votre télécommande de télévision. Ça fonctionne sur quasiment tous les téléviseurs, hein, d'après les échos que j'ai eus. Ça fonctionne très bien chez moi. Avec la même télécommande, on commande le film et la télé. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer avec mon iPhone de télécommander. Donc XBMC, ça marche très bien. Et je me suis dit, la box Numéricable, il y a une fonctionnalité télécommande. Allez, je clique sur télécommande. Télécommande, fonctionnalité disponible prochainement. Ah voilà. Donc bon, ok. C'est pas grave, c'est encore, voilà. L'actu Numéricable, c'est pareil, hein, on arrive dessus. En gros, c'est les 3 derniers trucs qui sont au mois d'avril, c'est les abonnés ont eu un problème, tentative de phishing et un erratum. Donc j'appelle pas ça des actus, j'appelle ça on corrige nos erreurs comme on peut, voilà. Quoi dire si Media Server dans l'application, il m'affiche 2 vidéos. Alors il m'affiche, voilà, j'arrive dessus, c'est marqué musique, photo, vidéo. Quand je vais dans musique, c'est marqué 6 fichiers disponibles. Et dans les fichiers, en fait, c'est pas des fichiers, c'est des dossiers. Album, all track, artist, folder, genre et playlist. Donc en plus, on mélange un petit peu l'anglais et le français. Ils ont un peu des problèmes de traduction. Et dans playlist, c'est marqué 2 fichiers disponibles. Je me suis dit, super. Et en fait, non, c'est toujours pas des fichiers, c'est toujours des sous-dossiers. Donc, il n'y a rien. Normal, j'ai pas de musique. Je me dis, vidéo, j'ai fait les enregistrements. Il y a 2 vidéos. Non, c'est un truc qui s'appelle All Videos et Folder. Et il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, mes enregistrements, je peux pas les voir. Ailleurs que sur ma box qui fonctionne quand elle a envie. Et donc, voilà. Bon, je vais pas m'étendre parce que je pense que ceux qui n'ont pas Numéricable, qui n'ont pas l'intention de le prendre, ça les saoule déjà et je pense qu'ils ont déjà arrêté. Pour les autres, honnêtement, si vous avez des problèmes avec votre FAI, si Free vous saoule, si vous en avez marre d'Orange, de SFR et quoi d'autre, essayez. Moi, je sais qu'il y a eu des mauvais échos Numéricables à une époque. Moi, j'ai pour l'instant un très très bon retour dessus. Par contre, voilà, vous êtes prévenus, la box fonctionne mal. Pour pas dire pas, mais on va dire mal. Voilà. Aucune fonctionnalité innovante, rien d'extraordinaire. C'est bien de vouloir mettre un lecteur Blu-ray, mais encore faut-il avoir pris l'option à je ne sais combien d'euros pour le lecteur Blu-ray. Vous avez une belle icône Blu-ray qui vous rappelle que vous ne l'avez pas, qui est marqué absent. C'est bien d'avoir intégré une belle icône Media Center, mais le jour où il sera activé, ce sera pas plus mal.
Quoi d'autre? Si communiquer, bah voilà, c'est bien. Vous avez intégré Facebook, vous avez intégré Twitter. Ça fonctionne pas mal. On peut récupérer son flux d'actualité Facebook, on peut récupérer son flux Twitter, on peut tweeter en direct, on peut. Voilà, c'est bien. Maintenant, je pense qu'avant de mettre de l'argent dans des développements d'intégration d'applications Facebook et Twitter, commencez par nous faire un media center qui soit correct et c'est pas très compliqué. Hein, quand vous avez une communauté comme OpenELEC qui arrive, qui, s'il me semble, c'est quand même beaucoup des amateurs, et je mets le mot entre guillemets, hein, c'est des professionnels, mais qui ne, c'est des services gratuits. Allez télécharger un OpenELEC, regardez comment ça fonctionne, c'est complètement gratuit et ça fonctionne 10 fois mieux que votre box qu'on paye quand même très cher. Voilà, donc bah, pour la partie numéricable, on va s'arrêter là. S'il y en a qui ont des questions sur XBMC, sur numéricable, sur tout ça, n'hésitez pas à les poser par mail. On y répondra. Dernière petite chose, si je suis un petit... alors j'étais un hardcore gamer il y a quelques années, on va dire que je suis plus devenu un joueur, on va dire un hardcore gamer soft, c'est-à-dire que quand je joue beaucoup, mais j'ai moins le temps de jouer. Donc la PS3 branchée sur la Numéricable Box avec des pings top. Voilà, pour jouer, absolument aucun problème. J'ai même l'impression qu'on a des pings un peu meilleurs que chez Free. Je pense que c'est très sensible, ça ne doit pas vraiment changer grand-chose. Mais voilà, pour les joueurs, allez-y aussi les yeux fermés, ça fonctionne pas mal. Moins de perturbations que sur les lignes téléphoniques, vu que ça passe quand même par du câble. Voilà, ça a cet avantage-là. Maintenant, que vous dire d'autre sur ces petites innovations? On va s'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Sur les différentes versions qu'on pourra trouver pour le Raspberry Pi, s'il y en a qui ont envie de me proposer d'autres tests, c'est avec plaisir. C'est vrai que je me suis arrêté sur OpenELEC XBMC parce que ça me paraissait être le plus simple à utiliser pour la grand-mère. Et puis même pour moi, hein, on va pas se le cacher, je suis geek, mais j'ai pas forcément envie quand quand je pose mes fesses sur le canapé de passer une demi-heure à configurer mon serveur ou d'aller chercher mes fichiers à tire-larigot. Non, non, c'est hyper simple à configurer, hyper simple à utiliser. Donc je me suis arrêté là. Maintenant, si vous avez une super distri genre Plex qui existe peut-être pour Raspberry Pi ou que sais-je, un autre dont je ne connais pas le nom, et ben proposez. Et puis si j'ai un petit peu de temps, je vous ferai un test ou proposez-moi carrément le test. Hein, je l'intégrerai au podcast avec grand plaisir. Voilà, donc là, ça fait, allez, la première partie a été enregistrée, le premier épisode va être vraiment décousu. La première partie, on l'a enregistrée il y a maintenant 3 semaines, un mois avec la grand-mère, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc c'est un peu intemporel pour vous. Et ben à la maison, oui, on est toujours sur Mint. On n'a pas changé et on n'est pas prêt de changer parce que, honnêtement, Mint, pour ceux qui connaissent pas, mettez-vous un live CD, mettez-vous une live clé USB, un live USB, essayez, installez-le même. J'allais dire pour ceux qui ont un petit disque dur qui traîne, un petit 200 Go qui traînait de l'époque, virez vos autres disques durs, mettez celui-là, installez Mint dessus, récupérez vos données sur Dropbox ou autre, bossez dessus pendant 3 jours et vous verrez, on s'y habitue extrêmement vite. Il manque très très peu de choses par rapport à Windows. Je vais pas dire que ça apporte beaucoup de choses hein, par rapport à Windows, faut pas rêver non plus pour l'utilisation courante. Je pense que la grand-mère, on lui reposera la question dans quelques temps, mais ça lui apporte pas beaucoup plus de choses que sur Windows, mais on a une communauté. J'ai eu deux, trois petits soucis. Bon, moi, pour installer des choses un petit peu plus complexes, pour paramétrer ma carte vidéo pour Blender ou des choses comme ça. La communauté est très active. On a aussi une grosse communauté, alors je sais pas pourquoi, plus sur Mint que sur Ubuntu, on a une grosse communauté française. Et donc pour ceux qui sont un peu allergiques à l'anglais ou qui ont du mal à un certain niveau d'anglais pour comprendre, et ben voilà une bonne communauté française. J'ai même vu des gens qui postaient sur la communauté française en disant si vous n'avez pas la réponse, aidez-moi à le traduire en anglais, comme ça je vais poster sur des forums en anglais. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, Mint, Flipboard et puis numéricable. Petit épisode court, je pense cette fois-ci. On fera peut-être un petit peu plus long la prochaine fois, avec plus d'infos, et plus d'actu immédiate. Là, c'est vrai que vu que l'épisode a mis du temps à être enregistré, que le temps que je le mixe et que je vous le diffuse, ça va prendre encore un petit peu de temps. Voilà, je me suis un peu étendu sur 2-3 sujets.
Maintenant, si vous avez des remarques, c'est avec grand plaisir. Si j'en reçois 20 qui me disent arrête tout de suite, c'est pas ton truc le podcast, eh ben j'arrêterai tout de suite. Non, c'est pas vrai, j'arrêterai pas. Je vous ferai quelques épisodes. Ceux qui n'ont plus envie d'écouter, ils écouteront pas. Et puis bah, les autres, ceux à qui ça a donné envie, encore une fois, vous êtes les bienvenus. On va se trouver un système rapidement pour enregistrer à plusieurs. Voire même, c'est pas compliqué, hein, vous téléchargez un petit logiciel qui s'appelle Recorder Pro sur l'iPhone, vous mettez la qualité au maxi pour pas qu'il y ait trop de pertes non plus. Vous enregistrez votre petit message de 2-3 minutes, de 4-5, de 10 minutes sur le test d'un truc ou d'un autre. Et puis vous le posez sur Internet, vous mettez le lien avec un petit jeu sous-signé autorise la diffusion sur le podcast LGP Geek. Et puis je diffuserai avec plaisir vos tests de matériel et autres. Allez, on va éviter simplement que ce soit le commercial de chez Apple qui fasse son test, le commercial de chez Darty, ou alors on le citera, voilà, le développeur d'application iPhone qui a envie de proposer son app, et ben avec plaisir, mais par contre il se présente en tant que développeur de l'application et non pas en tant que super utilisateur. Voilà, on va rester honnête là-dessus. Je vous proposerai évidemment régulièrement des liens sur des bouquins, sur Amazon, des choses comme ça. Et comme ça se fait, je le ferai aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Ce seront sûrement des liens sponsorisés, donc vous verrez mon ID apparaître quand vous achèterez. Ça vous coûtera le même prix, simplement. Moi, ça me rapportera un petit peu sur mon compte Amazon. Et à ce niveau-là, je serai complètement transparent avec les auditeurs. Je ne publierai pas forcément mon compte en banque tous les mois sur le site. Mais simplement, voilà, ça coûte cher de faire un podcast parce que pour avoir des choses à vous dire, il faut avoir du matériel à la maison et il faut l'avoir testé. Voilà, je ne vais pas dire que c'est pour vous que j'ai acheté le Raspberry Pi, mais c'était aussi dans ce but-là. Donc voilà, si vous voulez qu'on teste des petits gadgets de temps en temps, que la qualité s'améliore avec un nouveau micro et des choses comme ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc voilà, pas de souscription et pas d'objets en vente parce qu'on est très loin d'avoir la renommée de certains qui même eux ont du mal à vivre avec ça. Donc voilà. Petit message pour d'une nouvelle très triste qu'on a appris. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de Patrick Béja, de Jérôme Kenborg, de Cédric Bonnet, de Corben, etc. De toute la bande, et tous ceux que j'oublie et que je mets, de toute la bande de No Watch, No Watch disparaît. Voilà, alors je ne sais pas sous quelle forme ils étaient, société ou association. En tout cas, le regroupement de podcasts No Watch disparaît. Faute à mon avis de moyens parce que ça coûte beaucoup d'argent de maintenir un site web au niveau où il était avec les serveurs, avec le matériel d'enregistrement, le matériel de mixage, les caméras, etc. Les différents déplacements, la Comic-Con et autres. On va pas blâmer les auditeurs non plus qui n'ont pas forcément supporté suffisamment en achetant des goodies, etc. Voilà, c'est comme ça. Le modèle économique pour les podcasts pour l'instant est extrêmement compliqué à trouver. Certains y arrivent, aux États-Unis, certains y arrivent, mais ça reste compliqué quand c'est pas rattaché à une grosse entreprise, à un gros média d'information national, type grosse radio, grosse télé. Donc voilà, en espérant que le message que je leur ai laissé, que je vais leur relaisser via ce podcast, c'est en espérant que tous, et je dis bien tous, vous continuiez votre passion et vos différents podcasts, chacun de votre côté, ou via un nouveau regroupement s'il y en a un jour, ou enfin peu importe, mais en tout cas ne lâchez pas parce que je suis persuadé que la plupart des auditeurs vous connaissent et que ce soit sur la tech, sur le cinéma, sur les jeux vidéo, sur les jeux mobiles, vous aviez quand même un large panel de podcasts et ce serait dommage qu'il y en ait qui disparaissent. Donc accrochez-vous et continuez à vivre votre passion et à nous faire découvrir des trucs et puis qu'on puisse vous piquer un peu des idées de temps en temps parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous embête pas plus avec mes digressions à n'en plus finir. Et puis on se retrouve... allez, je vais pas vous dire dans 2 semaines, je vais pas vous dire dans 1 semaine. On se retrouve dans 2-3 semaines. J'essaierai de publier un 2e épisode.
Et puis après, on trouvera un rythme de croisière qui sera hebdomadaire ou bimensuel, à voir en fonction de ce que j'aurai à dire et de ce que vous aurez envie d'entendre. Voilà, merci à tous d'avoir écouté, et puis j'attends vos commentaires sur lgpgeek@gmail.com. Merci à tous, salut!